Quand on va parler de l'EPFL, de la recherche et de l'innovation durant toute la journée, Lausanne sera une éphémère capitale olympique d'une discipline un peu hors du commun. C'est la discipline des start-up. On en parlait dans Néophile tout à l'heure avec Loïs Siguen-Lopez à 6h40. Sur le campus de l'EPFL va se dérouler la Seed Stars World Summit, en quelque sorte les Jeux Olympiques, donc des jeunes pousses. Des dizaines d'entrepreneurs de pays émergents sélectionnés durant toute l'année qui vont confronter leurs projets en une finale qui s'annonce tout à fait disputée et mémorable aussi. Événement qui, à coup sûr, mais on va en parler, ne laisse pas notre invité du jour indifférent. Bonjour Martin Vetterli. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. J'ai dit, vous êtes le nouveau président désigné de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, également président du Conseil National de la Recherche. Alors ce type d'événement dont je viens de parler, le Seed Stars World Summit, même si c'est pour quelques jours seulement, l'EPFL capitale mondiale de l'innovation, c'est le genre d'événement que vous voudriez voir répété dès votre prise de fonction dans les prochaines années ? Alors, c'est certainement un événement très intéressant. L'innovation est clé à l'EPFL. Ce concours particulier, c'en est un parmi d'autres, mais il est intéressant parce qu'il ouvre les portes vers les pays émergents où il y a quand même beaucoup de talents et beaucoup d'entrepreneurs potentiels. Et je trouve que c'est très joli comme expérience. On entendait dans la chronique Néophile, effectivement, cette semaine, des gens du Ghana, des gens du Rwanda. Ce matin, c'est tout à fait passionnant. Donc les startups, vous en connaissez un rayon, si je puis dire. Vous avez créé à l'époque Dartfish dans le domaine des effets spéciaux visuels, développé du côté de Fribourg. Vous avez été quasiment un précurseur en la matière, c'était dans les années 90, Martin Vetterli. Est-ce que les jeunes pousses doivent-elles ou peuvent-elles devenir un indicateur de qualité pour une haute école? Autrement dit, plutôt que de tabler sur le nombre de brevets, là on en parlait avec Virginie Matter tout à l'heure, ou d'articles scientifiques publiés, est-ce qu'on devrait tabler sur le nombre de jeunes pousses issus d'une école? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses à l'avenir? Non, je pense qu'il faut voir une école comme ça dans la diversité. Et les jeunes pousses, les start-up, le transfert de technologie, c'est certainement un des axes qui est important pour une école polytechnique. Mais pas primordial. Autrement dit, il faudra toujours privilégier, c'est ce que je disais, les brevets, le nombre de publications avant le nombre de start-up. C'est pas là qu'il faut mettre l'accent prioritairement. Non, alors ne me comprenez pas mal. Je pense que quand je dis que c'est une des facettes, ça fait partie de ce portfolio où il y a une osmose en fait entre les différents domaines. Vous avez parlé de publication. Très souvent, une publication conduit à un brevet et très souvent, le brevet conduit à une start-up, comme on l'a entendu dans le cas que vous avez discuté tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour une université soit jugée ou notée même, parce qu'on aime beaucoup les rankings dans les hautes écoles, par sa capacité à créer des startups? Est-ce que ce serait bien ça pour la cause de la recherche? Alors d'abord, les startups, c'est une spécialité des instituts de technologie comme les PFL, les TH, le MIT, Stanford, etc. C'est pas forcément la spécialité d'une université plus classique, mais je pense entre les instituts de technologie, très clairement, la capacité de transférer le savoir vers le monde réel est une des caractéristiques très importantes. Silicon Valley est vraiment issu de Stanford et de Berkeley. Route 128 autour de Boston est sorti de MIT. Donc très clairement, ça c'est un des éléments phares pour l'activité d'une école polytechnique. On sait que Patrick Ebischer, qui est toujours en place et auquel vous allez succéder, a beaucoup mis l'accent là-dessus depuis son entrée en fonction à la fin des années 90. Vous allez poursuivre dans cette direction-là, vous? Absolument. Je pense que c'est une direction qui est intéressante. Elle est intéressante pour les jeunes entrepreneurs, pour les étudiants qui cherchent à trouver un travail indépendant. Elle est très intéressante pour l'école parce qu'elle attire pas seulement des startups, mais des entreprises qui veulent être proches de l'innovation. Et cette osmose avec le monde réel, les étudiants, ils adorent ça. Un certain nombre de professeurs sont très proches de cette philosophie et ça fait vraiment partie du mix de l'EPFL d'aujourd'hui. On dit souvent que la Suisse est très bonne en recherche, un peu moins bonne en innovation, c'est-à-dire en transformation de la recherche en commercialisation d'un produit. Est-ce que c'est vrai ça? Vous l'avez peut-être expérimenté avec votre start-up à vous. Est-ce qu'on a encore un peu de peine dans l'innovation en Suisse? Alors écoutez, on peut toujours faire mieux dans l'innovation. Moi je dis, c'est pas les pays qui sont bons ou pas bons, c'est les régions. Parce que vous regardez les États-Unis, l'Amérique, globalement, l'innovation peut mieux faire. Mais vous regardez Silicon Valley, c'est le moteur de l'innovation, en tout cas dans tout ce qui est le domaine informatique et, qui est lié. Et vous regardez, j'ai mentionné Boston, vous regardez autour de Cambridge, il y a une espèce d'anneau d'innovation extrêmement puissant. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et là, je pense que la région lémanique, elle joue très très bien. Mieux que la région zurichoise, je pose la question sans provocation aucune. Mes confrères zurichois sont à l'écoute. Il y a une grande différence, c'est que Zurich a déjà une très
grandes villes, avec des entreprises établies, mais aussi avec une scène start-up très intéressante, et bien sûr des phares comme Google Research qui est à Zurich. Donc moi je ne vais pas jouer l'un contre l'autre, je dis simplement c'est une des opportunités très importantes pour la région lémanique, c'est le fait qu'on a une école comme le PFL qui produit des startups, qui fait du transfert de technologie. Vous n'avez pas joué l'un contre l'autre. Est-ce que je dois imaginer que c'est un propos déjà diplomatique dans votre bouche, Martin Vetterli? On va forcément jouer une région contre l'autre. Et c'est déjà le cas. La concurrence de facto existe, même entre ETH et PFL. Alors la concurrence est une bonne chose, la coopération aussi. Et il faut trouver le bon milieu entre ces deux modes de fonctionnement. Alors ma réponse, elle est simple. Quand on est à l'extérieur de la Suisse, les deux écoles, elles doivent se battre pour la Suisse. Si vous amenez Samsung en Suisse, si après ils vont dans la région lémanique ou s'ils vont dans le bassin zurichois, c'est secondaire du point de vue de la Suisse. Une fois qu'on est à l'intérieur de la Suisse, il y a une certaine compétition. Il y a une compétition pour les moyens, pour la visibilité, pour les étudiants, etc. On y viendra sur ces moyens. Donc pour vous, c'est intéressant. C'est une région plus qu'un pays. Donc au fond, la région lémanique, vous voulez en faire quoi de cette région lémanique? On a souvent dit que Patrick Aebichir avait contribué à l'essor de la région lémanique, et c'est vrai qu'elle est en quasi-explosion démographique, universitaire depuis 15 ans. Vous rêvez de ça aussi, vous, depuis l'année prochaine, quand vous entrerez en fonction? Alors c'est le rêve qu'on poursuit tous. Nous, on est rentrés des États-Unis, moi ça fait plus de 20 ans que je suis rentré, et puis ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une région qui est extrêmement attractive, les gens adorent habiter ici, il y a une offre culturelle fantastique, et il y a des écoles de très haute qualité, donc il n'y a aucune raison que ceci ne soit pas le Silicon Valley de l'Europe. Mais pour faire ça, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, inclusivement avec nos partenaires zurichois. Quand on pense à innovation, on pense à des entreprises comme Logitech, comme Swissquote, etc. On n'en a pas vu beaucoup d'autres, pas beaucoup d'autres histoires à succès similaire. Quand même, comment vous expliquez ça? Alors d'abord, je suis désolé de vous contredire, là il y avait une levée de fonds pour une entreprise qui est sortie de l'EPFL qui s'appelle MindMaze, ils ont levé 100 millions de dollars. Ça c'est le genre d'histoire que d'habitude on n'entend que à Silicon Valley, donc il y a quand même des lueurs d'espoir, là je pense qu'on peut très bien faire, là on peut régater avec les meilleurs. Je pense la difficulté qu'on a en Suisse, c'est qu'il faut expliquer aux gens, et ça revient évidemment à un élément un tout petit peu politique, c'est que la Suisse c'est pas un marché, c'est un tout petit pays. C'est justement, la Suisse, c'est une région, en fait, même si c'est un pays. Et donc, il ne faut surtout pas développer une entreprise, une start-up, en pensant, tiens, la Suisse, c'est cool, j'ai un produit, je vais vendre en Suisse, etc. Ça ne veut rien dire. Mais la marque suisse, ça joue quand même, non? La marque suisse est extrêmement importante, mais le marché, c'est le monde. Et donc, il faut savoir... la ligne est fine, là. Comment est-ce qu'on fait? Alors, faut se comporter comme une région et en même temps avec un label suisse. Comment on doit faire, là? Mais si vous voulez, c'est la même chose pour Silicon Valley. Ils ont un label c'est le Centre mondial de l'innovation, mais ils vont tout de suite dans le monde entier avec leurs produits. Et donc, chez nous, le label suisse, c'est le label de la qualité. Donc, il y a plein de domaines. Par exemple, le MedTech, où le label de qualité suisse est absolument central. Je disais l'autre jour à un collègue, finalement, vous n'allez pas acheter un pacemaker dégriffé. Vous voulez un pacemaker qui ait un label de qualité. Et dans ce type de business, je pense que l'image de la Suisse est extrêmement bonne internationalement, et ça, on peut l'utiliser. Mais le marché qu'on doit trouver, qu'on doit conquérir, c'est un marché mondial. Oui, la Chine avant tout ou après d'autres marchés? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend des produits. Mais certainement le marché européen, le marché nord-américain pour les produits haut de gamme relativement chers. Dans les applications, là on parle de ce Seed Star Summit, là il y a certainement des applications qui seront pour le monde entier, qui seront pour les pays en développement ou émergents. On parle de la Silicon Valley et on parle aussi de la région lémanique, Martin Vetterli. Un Google suisse, une sorte d'autre Google suisse, c'est possible un jour? Alors, j'ose espérer que c'est possible, mais c'est très difficile à faire. Alors, on parle toujours de Google. C'était la 7e ou 8e entreprise qui faisait Search. Donc, il y en avait plein d'autres avant. De moteurs de recherche, ouais. Moteurs de recherche, merci. Et puis, un peu, je dirais pas par hasard, parce qu'ils étaient très smart, mais ils sont entrés relativement tard. En 98, sauf erreur, ouais. Oui, mais quand il y avait plein d'autres moteurs de recherche qui existaient déjà, et ils ont poursuivi une stratégie extrêmement centrée sur le business des moteurs de recherche, et maintenant ils sont un quasi-monopole. Alors ça, il n'y a pas d'autre histoire comme ça récente. Enfin, il y en a quelques-unes, elles sont toutes sorties de Silicon Valley. Je pense que c'est spécifique au domaine de l'informatique et de ses applications, où il faut reconnaître que Silicon Valley a une longueur d'avance.
Mais si vous verriez un produit suisse, une start-up suisse qui se transforme en une sorte de Google, mais ça peut être dans un autre domaine, justement, ce serait dans quel domaine? Où est-ce qu'on pourrait voir émerger un Google à la Suisse? Dans quel domaine et de quelle région, peut-être, Martin Fetterli? Ce serait dans ce domaine-là ou dans un autre domaine? Écoutez, on ne peut pas prédire dans quel domaine ce sera. Vous prenez l'exemple des téléphones mobiles. C'est sorti d'une entreprise qui fait des chaussures en caoutchouc, qui s'appelait Nokia. Okay, oui, finlandaise. Ouais. Finlandaise. Donc ça peut sortir, ça peut être assez surprenant. Skype, c'est sorti des pays de la Baltique. J'aimerais pas, vous prenez Spotify, c'est sorti également en Europe. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut regarder. Il faut encourager les gens à être entreprenants, il faut les former, il faut leur expliquer comment le jeu se joue, et ensuite c'est à eux de réaliser. Alors le domaine, je pense, où la Suisse et bien sûr il y a toute une série de domaines classiques où la Suisse est vraiment très très bien placée, que ce soit la finance, que ce soit la nutrition, que ce soit la pharma, que ce soit le medtech. Et donc ça fait déjà un très très large éventail où il y a toujours la possibilité d'avoir une start-up qui domine le monde. Eh ben, on vous entend et on accepte l'augure. Martin Fetterli, abordons la question du financement. Les écoles polytechniques fédérales devront se contenter d'une hausse de 1,5% seulement de leur budget. Évidemment, quand il y a des coupes, le Conseil fédéral prévoit de réviser la loi concernant les EPF afin de leur permettre de fixer plus librement aussi les taxes d'études. On y viendra via la presse, les taxes d'études. Plus 1,5% du budget, évidemment, c'est moins qu'espéré. Vous pourrez tourner quand même, c'est assez? Ou est-ce que, comme président d'EPF, vous me direz, comme Patrick Bichir nous l'a souvent dit, ça ne suffit pas, il faut plus? Quel est votre discours là, par rapport au financement? Ben, soyons honnêtes, ça ne suffit pas pour faire grandir l'école comme on aimerait la faire grandir. Il faudrait quoi il faudrait quoi comme financement? Ben, écoutez, dans le domaine formation, recherche, innovation, grandit moins que ce qui était prévu il y a encore une année ou deux. C'est dommage, je comprends bien sûr que les finances fédérales sont difficiles, mais ma réponse est quand même de dire le domaine FRI, c'est le domaine du futur, c'est là où on investit. C'est là FRI, formation, recherche et innovation, voilà. Excusez-moi. Pardon. C'est le domaine où on investit dans la jeunesse, qui est le futur du pays. Et donc il faut faire très attention aux signaux qu'on donne si on commence à couper là. Donc quand il y a eu le programme de stabilisation des finances fédérales, le domaine formation, recherche, innovation est celui qui a contribué le plus aux coupes. Et ça, je pense, il y a une contradiction dans le message politique où on dit toujours la formation, la recherche, l'innovation, c'est super cool, c'est important, c'est central au pays. Et puis après, on regarde les faits et on se dit, mais il y a une contradiction entre le message et la réalité des chiffres. Et je trouve ça extrêmement dommage. Bon, l'enveloppe globale pour la FRI, c'est quand même 26 milliards pour les 4 prochaines années. Ça paraît quand même une somme suffisante, non? 26 milliards. Oui, mais il faut tout mettre en relation. Et à l'intérieur des 26 milliards, le domaine des EPF est relativement maltraité, malheureusement, puisque c'est le domaine qui a la plus petite augmentation, 1,5%. Maintenant, on n'est pas sûr quelle sera l'inflation, mais 1,5% avec les augmentations de certains coûts qui sont directement liés à l'augmentation salariale, vous avez essentiellement, vous avez plus de croissance. Et ça, je pense que ça casse, si vous voulez, une dynamique de croissance qu'il y a eu à l'EPFL ces dernières années. Et ça, je pense qu'il faut faire attention. Et je m'attends à ce que la politique, donc aussi la politique romande, évidemment, monte au créneau pour défendre le budget des écoles polytechniques fédérales. Et ce sera aussi à vous de monter au créneau. Vous l'avez peut-être déjà fait. Vous voyez votre rôle aussi comme politique. Vous allez être l'homme des batailles politiques avec le Conseil d'État vaudois, avec les conseillers fédéraux. Vous allez vous profiler comme ça aussi, Martin Fetterli? Alors, je pense que c'est tout à fait nécessaire de le faire comme ça. C'est une interprétation importante du job de président. Moi, j'appelle pas ça de la politique. Moi, j'appelle ça d'aller devant l'électeur suisse et le contribuable suisse et expliquer l'importance des écoles polytechniques pour le pays. Hier, j'expliquais ça. C'est relativement facile. Vous regardez la création de l'EPF de Zurich au milieu du 19e siècle. La Suisse était un pays pauvre. C'était un pays d'émigration. Il y avait la malaria en Suisse orientale. On recevait de l'argent de pays étrangers pour nous aider. Et il y a des gens visionnaires qui ont créé l'ETH de Zurich, Alfred Escher en particulier. Alors je dis, l'exercice mental qu'on doit se faire, nous en tant que Suisses et en tant que politiciens suisses, dans ce cas-là, c'est de se dire, imaginons le 19e siècle sans avoir créé l'EPF de Zurich.
eh bien, je m'excuse, on ne serait pas ici, dans cette salle, en train d'en parler. Ce serait un autre pays, ce serait un pays parmi les Viennes encore. À la place, l'ETH de Zurich a été le moteur de l'industrialisation de la Suisse, les grandes opérations ferroviaires. Bah oui, les tunnels, Alfred Escher, exactement. Oui. Et donc, on est à l'aube du 21e siècle, il faut se poser la même question. Est-ce qu'on veut prendre le risque qu'au 19e siècle, les gens n'ont pas pris. Ils ont dit, il faut investir dans l'avenir. Et je pense qu'on est toujours dans cette dynamique-là. Alors, vous souhaitez plus d'argent de la part de la Confédération. Votre rapport au privé, on a vu Patrick Ebicher opérer un métissage privé-public, Rolex, Learning Center, etc., ce genre de choses. C'est pas forcément sans risque, cette chose-là, cette direction-là. Quelle direction allez-vous prendre par rapport au privé et par rapport au financement privé de la recherche, Martin Vetterli? Alors écoutez, la recherche a besoin d'argent, donc il faut aller chercher l'argent. On va le chercher dans les agences de financement, je connais bien puisque je suis au Fonds national actuellement. On va chercher à Bruxelles, on va chercher internationalement dans les fondations et on va chercher chez les entreprises privées. Donc c'est pas tabou ça, un Rolex, un Nestlé? Écoutez, moi je suis dans un domaine des sciences d'informatique qui est assez proche des applications. Google nous a payé un super projet qui maintenant donne une start-up. Je n'ai pas commencé à faire le chat effarouché. Je veux dire, on est en contact avec la réalité, c'est intéressant parce que vous apprenez ce qui intéresse Google. Nos étudiants sont intéressés quand ils ont leur diplôme de pouvoir aller travailler pour une des grandes entreprises s'ils le choisissent. Et donc là, je n'ai pas de fausses frayeurs. Okay. Ensuite, je pense qu'il faut faire ça, mais c'est fait très professionnellement. Il faut l'encadrer parce qu'il y a des risques, effectivement. Il y a des risques et il faut que ça soit fait selon des règles et avec une certaine transparence. Eh bien, on retient que vous ne ferez pas le chat effarouché, ce que vous avez dit par rapport au financement privé, Martin Vetterli. Bon, on va parcourir la presse. Esther Coco et Dominique Chauffat nous ont rejoints. Le Matin évoque une manifestation syndicale interdite par une certaine EPFL. Le syndicat Sud se dit muselé, lui qui voulait organiser une manifestation le 16 mars prochain pour réagir contre la hausse des taxes d'études. Rappelons que ces taxes vont doubler. Faux, rétorque l'EPFL, il ne s'agit pas d'une interdiction à proprement parler. La Haute École a par contre demandé au syndicat de se rallier à un autre événement qui aura lieu aujourd'hui à l'initiative de l'association d'étudiants AG Poly. Un rassemblement qui veut lui aussi lutter contre l'augmentation des taxes qui frappe les étudiants. Alors, vous n'en êtes pas encore à la présidence, Martin Vetterli, on ne va pas vous demander s'il faut ou pas interdire, quoique vous pouvez nous répondre si vous le souhaitez. Mais sur le fond du sujet, c'est l'augmentation des taxes. Il le faut, ça, véritablement. Là aussi, ce n'est plus un tabou. C'est un débat là qu'on a depuis quelques semaines. Je commente juste cette soi-disant interdiction de manifestation syndicale. Il y a une association des étudiants à l'EPFL, l'AG Poly, très importante, très bien organisée. Les étudiants sont engagés. Et ça, c'est l'organisation, si vous voulez, avec laquelle l'EPFL interagit sur ce genre de dossier. C'est l'interlocuteur, il n'y en a pas d'autre. C'est l'interlocuteur parce que c'est le représentant des étudiants, comme il y a la VSCTA, l'ETH de Zurich. Et donc, s'il y a un syndicat qui est peut-être intéressant, etc., mais qui est quand même mineur, qui veut venir, il peut se rallier à un événement. Donc vous vous alignez sur la position de la direction actuelle. Sur les taxes d'études ? Alors écoutez, moi j'ai fait une analyse des taxes d'études, j'ai comparé l'évolution des taxes d'études depuis les années 90 jusqu'à maintenant par rapport à l'augmentation du coût de la vie. On est à la radio, je ne peux pas vous montrer le graphique, mais le graphique est édifiant. Les taxes d'études n'ont pas suivi le coût de la vie, donc on parle de taxes d'études qui actuellement sont quand même raisonnables. Ça représente moins qu'un café par jour, 3,49 francs. Donc on peut quoi, les doubler, les tripler, les quadrupler, ou aller jusqu'aux États-Unis où c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars? On peut aller jusque-là? Alors, il faut qu'on discute de l'adaptation des taxes d'études, parce que, comme on vient de le discuter, on a un passage budgétaire dans les 4 prochaines années qui sont difficiles, donc il n'y a pas de tabou, on ne peut pas dire on va avoir des salaires qui n'augmentent pas, on a certains projets qu'on ne peut pas faire, etc., et on ne discute pas des taxes d'études. En même temps, je connais le dossier extrêmement bien parce que j'étais dans une université publique aux États-Unis, Berkeley, où à un certain moment, l'État de Californie avait des problèmes budgétaires et donc on a dit tiens, on va augmenter les taxes d'études, ce qui a eu comme effet que la politique californienne a dit bon, finalement Berkeley, ils peuvent augmenter leurs taxes d'études, c'est une source de revenus et maintenant Berkeley est cher. Okay, et donc il faut faire attention, on s'engage dans une pente savonneuse dans le mauvais sens et donc il faut veiller au grain. Mais ma position vis-à-vis de l'AG Poly et des étudiants, c'est de dire, mais écoutez, discutons de l'augmentation des taxes d'études et
en contrepartie, les étudiants peuvent dire, est-ce qu'on a le service auquel on pourrait s'attendre. Alors, si vous regardez tout ce qui a été fait à l'EPFL ces 15 dernières années sous l'ère Ebicher, il y a des choses fabuleuses. Il y a le Rolex Center qui est ouvert 365 jours par année, 366 cette année-ci. Il y a des logements d'étudiants, il y a des services sur le campus, etc. Donc, it's a very good deal, pardonnez mon franglais, mais pour 1268 francs par année, c'est quand même pas mal. Allez, on peut aller jusqu'où à l'EPFL? 3000 francs par an? 4000 francs? Je pense qu'il faut discuter, c'est l'accès démocratique aux études. Et là, le goulet d'étranglement, c'est pas les taxes d'études à l'EPFL, c'est le fait qu'on n'a pas assez de bourses en Suisse, c'est le fait que même beaucoup plus tôt, à 16 ans, quand des étudiants peut-être brillants, mais venant d'un milieu défavorisé, n'ont pas la chance en fait de continuer leurs études. Ça, c'est le vrai problème auquel on doit s'adresser. Avant même de fixer un montant, effectivement. Voilà. Alors, on reparle de l'extension de la libre circulation à la Croatie, démarche clé pour participer au programme de recherche européen Horizon 2020. Vous connaissez bien, ça c'est dans la NZZ, Esther Coco. L'UDC se donne jusqu'à l'été pour décider si elle va lancer un référendum contre l'extension de la libre circulation à la Croatie. La signature de ce protocole doit être décidée vendredi par le Conseil fédéral, en même temps que la décision sur la mise en œuvre du 9 février. Les chambres se prononcent en juin. Pour l'UDC, cette extension à la Croatie contredit la volonté populaire. Mais Tony Brunner, le président de l'UDC, se dit plutôt opposé au référendum. Il préfère se concentrer sur une stricte application des contingents en Suisse. Je vous ai vu sourire, Martin Vetterli, en parlant du référendum et de la direction de l'UDC. Bon, on a eu une votation le week-end dernier. C'est un non franc et massif à l'UDC. Ça rattrape un peu les choses, de votre point de vue, par rapport au 9 février 2014 ? Écoutez, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Je pense que sur la question fondamentale, comment la Suisse la Suisse se positionne comme pays, donc la Suisse qui a une histoire d'ouverture, je parlais d'émigration, d'immigration, qui a une histoire où on a créé la Croix-Rouge internationale, où on avait des gens qui s'engageaient dans l'éducation de la population, comme Pestalozzi, etc. Ça, c'est la Suisse à laquelle je crois. Ça, c'est l'ADN de la Suisse. Et puis maintenant, pour différentes raisons, on devient frileux. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire ce qui a fait la prospérité de la Suisse, c'est aussi l'internationalité. C'est fait que les Suisses parlent beaucoup de langues, les Suisses voyagent, ils vont à l'étranger, ils reviennent, etc. C'est aussi ça l'âme de la Suisse. Et j'ai peur qu'on perde ça. Et si on le perd, moi je vois noir. Mais comment vous voulez gagner la bataille alors ? Comment vous voulez gagner la guerre plutôt ? Avec quelles armes ? Alors je pense qu'il faut pas baisser les bras. Donc là, il y avait une votation qui était importante. C'est pas à moi de dire comment il faut voter. C'est à moi, en tant que scientifique, d'expliquer les effets si on prend certaines décisions. Ensuite, l'électeur, il est mature et vacciné, donc lui, il va décider. Mais j'aimerais bien qu'on voit clairement ce qui pourrait s'arriver. Donc c'est exactement l'exemple de l'EPFZ en 1854, où il y avait 3/4 des professeurs qui étaient allemands. On aurait pu dire à ce moment-là, on ne veut pas des profs allemands, on n'aurait pas l'IPF de Zurich, on n'aurait pas l'industrie qu'on a, etc. Eh ben voilà, on a le futur président de l'EPFL qui nous fait la dithyrambe de l'EPFZ. Ça marche aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup, Martin Vetterli, d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.